Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de cette première de la saison des grandes questions, le magazine qui vous change les idées, désormais diffusé chaque jeudi à 21h40 sur France 5, juste après la grande librairie de François Bunel. Chaque semaine, nous allons essayer d'aller au fond d'une grande question en confrontant les opinions des témoins, des experts et bien sûr des philosophes. Cette semaine, nous avons choisi l'un des grands débats de cette rentrée, l'identité. Faut-il réinventer sa vie? Eh bien, pour en parler, d'abord notre grand témoin Cécilia Attias, qui publie Une envie de vérité aux éditions Flammarion. Avec elle, deux grands philosophes, si je peux me permettre. Alain Finkielkraut, avec ce livre qui fait débat, L'identité malheureuse aux éditions Stock. Et puis Clément Rosset, qui est lui très rare à la télévision, philosophe mythique, qui publie Faits divers chez PUF. Et puis ensuite, nous rejoindrons d'abord une anthropologue et sociologue, Nassira Ghenif Souilamas, et puis ensuite un écrivain et psychanalyste, Philippe Grimbert. Une nouveauté pendant cette émission, un homo numericus, 2020, le bien connu 2020, va tweeter ses remarques philosophiques ou pas. Mais tout de suite, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, en chanson avec Alexandre Gamelin. On regarde. En général, vous vous réveillez un matin et vous réalisez que ça fait 10 ans, 10 longues années que vous vous accommodez d'une vie insupportable. Monoprix ouvre à 10h, Monoprix ferme à 20h, le repas commence à 20h, je suis borderline. Et oui mon vieux, vous êtes borderline. Vos rêves d'enfant, sacrifiés devant l'obligation de perdre votre vie en la gagnant. Votre amour des premiers temps est devenu une PME en crise. Vous regardez votre femme et ça vous tombe dessus. Que t'as changé en 5 ans, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Et là d'un coup, l'étincelle. Oh, c'est parfois pas grand-chose, Une voiture qui démarre pas, un conjoint qui vous trompe, un cancer qui vous traque, un patron qui vous vire. Enfin, peu importe, quelque chose se produit et là, tout bascule. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Oui, face à ce monde qui ne tient pas debout, changer tout, refaire sa vie, réimaginer sa vie, changer de vie, tout simplement peut-être pour se sentir en vie. Changer de vie, oui, mais comment? Changer de garde-robe, changer de coiffure, se mettre au jogging, à la musculation, à la gym suédoise, ou à la... Oui, bon, la gym suédoise, la zumba, le tofu, la méditation transcendantale, ça va 2 minutes, mais ça ne change absolument rien. D'où la tentation du changement radical. Faire tapis. Partir avant qu'on meure. Seulement, il y a un problème. Changer, oui, mais pourquoi faire? À force de vouloir constamment réinventer son identité, faire table rase, reconstruire sa vie, ne risque-t-on pas de se retrouver dans un champ de ruines, seul et abandonné comme un chien, et de le regretter, amèrement? Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. Eh oui, Françoise, mais c'est trop tard. Il fallait y penser avant. Et si réinventer sa vie, c'était plutôt en réinventer le récit, la réécrire, la reconsidérer? Après tout, votre boulot n'est peut-être pas si mal que ça. Vos contraintes sont peut-être les cadres dans lesquels une liberté peut s'épanouir. Quant à votre femme, sachez que si l'amour dure 3 ans, l'obsolescence de votre prochaine histoire est de toute façon programmée. Et si plutôt que de refaire votre vie, vous appreniez à aimer la vôtre? Alors peut-être un jour, au petit déjeuner, en face de votre bol de céréales, quelque chose d'incroyable va vous arriver. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Bravo Alexandre Gamelin. Qu'est-ce que vous pensez de la philosophie en chanson, Alain Finkielkraut, ça vous plaît ça? Je suis pas sûr. C'est-à-dire que la philosophie, la leçon finale ne me déplaît pas nécessairement, mais en même temps, je trouve que
on plaisante trop à la télévision, à la radio, tout le temps. Et j'ai lu, il y a quelque temps, une magnifique citation de Balthazar Gracian, une phrase de Balthazar Gracian, « Il n'y a rien de plus déplaisant qu'une continuelle plaisanterie ». Donc voilà, c'est le seul commentaire que je voudrais faire. Ah bah vous allez passer un mauvais moment parce qu'ici on aime bien rire. Hein. Ah bah d'accord. Moi aussi j'aime beaucoup rire, mais pas continuellement. Alors, réinventer sa vie, changer tout, on va commencer par vous, le grand témoin Cécilia Attias. Vous, alors, on ne va pas parler de Nicolas Sarkozy, je suis désolé, hein, parce que bon, soyez pas désolé. Bon, vous avez été marié longtemps avec lui, et dans ce livre vous en parlez, mais on est là pour parler de la réinvention de sa vie, qui est vraiment, je dirais presque le thème principal de votre livre. Alors, on ne va pas parler de la cause, mais on va parler des conséquences. Voilà, exactement. Des raisons, réinventer sa vie. Alors, dans votre cas, c'est un cas très particulier, c'est-à-dire que vous êtes à la fois, on ne sait pas trop ce que vous êtes d'ailleurs, parce que espagnol, belge, russe, new-yorkaise, femme, amoureuse, mère, enfin, qu'est-ce que vous êtes? Comment on peut définir Cécilia Attias? J'ai un peu de mal à me définir moi-même. On va essayer de mettre de l'ordre dans toutes ces informations. Des origines, effectivement, juives, russes par mon père, catholique, espagnol et belge par maman, élevée en France et récemment émigrée aux États-Unis. Donc, tout ça, ça donne beaucoup d'informations et je voulais en profiter pour dire que je suis très heureuse et honorée d'être là. Je suis un peu le candide de service pour essayer de vous amener un petit peu d'expérience du quotidien et que voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui n'est pas drôle, c'est vrai, qui est grave et dans lequel il faut vraiment entamer un débat pour essayer de trouver des solutions sur ce problème d'identité nationale qui n'est pas un problème de l'extrême droite. Et vous êtes française, hein, vous sentez d'abord française. J'ai vécu toute ma vie, quand vous réinventez 50 ans de ma vie en France. Voilà, mais quand vous réinventez votre vie, aujourd'hui vous vivez aux États-Unis, vous sentez toujours française? Je me sens toujours française. Je suis née en France, j'ai été élevée en France. Je suis partie aux États-Unis, j'étais une femme presque achevée. Donc je reste française malgré le fait que je vive dans un pays comme les États-Unis, qui est le creuset de toutes sortes de nations qui ont monté ce pays il y a quelques siècles. Réinventer sa vie, c'est changer tout quand même. Vous gardez un peu de glaise du pays. Je pense que les fondamentaux sont là, ne changent pas. En revanche, il faut apprendre, c'est vrai, à s'adapter au pays dans lequel on est, ou alors on vit à part, on ne s'intègre pas. Donc les États-Unis sont un très très bon exemple pour ça. Ça, vous avez dit ça pour faire plaisir à... Non, mais je pense qu'il faut apprendre... Il faut apprendre à s'intégrer tout en gardant sa propre identité, mais s'intégrer. Sans ça, c'est une juxtaposition qui fait que ça n'a plus de sens et qu'on perd ses valeurs. Donc Alain Finkielkraut est devenu cécilien, là, j'ai l'impression, non? Non, mais il m'a beaucoup impressionné dans ce qu'il a écrit parce que je suis... voilà, c'est une pensée extrêmement violente qui est sortie tout d'un coup et sur le fond, je suis assez en accord avec vous. Alors, il y a l'idée aussi chez vous, toujours, et ça m'impressionne parce que ce sont des mémoires d'espoir, c'est un livre optimiste, mais quand même sur la France, c'est déprimant. C'est-à-dire, vous expliquez pourquoi la France va mal. Vous dites des choses horribles sur la France, ça ressemble d'ailleurs un peu à ce que peut écrire Alain Finkielkraut. On verra si Clément Rosset est d'accord. Les Français, là, sont semblables à ces vieilles personnes qui n'entreprennent plus rien de peur du moindre imprévu. La France est devenue inerte et sans ambition. Ses habitants se montrent tristes, peureux, timides, à la fois protestataires et résignés de leur sort. Et puis ils en veulent au monde entier pour leurs difficultés. Oui, si la France faisait un tout petit peu son autocritique, essayer de mettre les problèmes sur la table, peut-être qu'on essaierait d'avancer un peu, mais vu de loin, et avec le recul qui est le mien aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la France tout doucement s'éteint et ne défend plus ses valeurs et ne défend plus son identité. C'est ce qui explique pour vous la percée du Front National ? Je pense. À Brignoles bien ou sûr, ailleurs ? bien sûr. Je pense que c'est une des raisons. Non, je crois qu'il y a chez les peuples une grande inquiétude, les peuples européens, puisqu'on leur demande d'approuver la transformation de leur nation en auberge espagnole, où chaque culture est à égalité, où chacun apporte sa contribution, peut vivre pleinement sa propre foi, sa propre identité. Les peuples européens n'en veulent pas. Ils voudraient qu'en effet que leur nation reste une nation, certes hospitalière, mais confiante dans ses propres mœurs. Et évidemment, je crois à cette inquiétude tout à fait légitime. Et
j'ai peur, si vous voulez, qu'on l'abandonne à des partis démagogiques, des partis qui ne savent pas faire la différence entre cette inquiétude légitime et une xénophobie montante, qui ne savent pas lutter contre celle-ci au nom de celle-là, à des partis dont le programme économique est complètement délirant. Donc il est de la responsabilité de tous, justement, de prendre cette inquiétude en compte, parce que vraiment, l'avenir européen, sous la forme d'une gigantesque auberge espagnole, est en réalité n'est pas un avenir heureux, ni un avenir souhaitable. Et Clément Rosset, vous êtes sur la même ligne ? Non. Je suis souvent sur la même ligne de Finkielkraut sur beaucoup de sujets. Mais je trouve que si la France devient une auberge espagnole, c'est l'Europe. Enfin, ce n'est pas une si mauvaise chose que cela. Et je suis pas du tout politique, ça ne m'intéresse pas énormément. Moi, si vous voulez, mes sentiments sont plutôt en faveur d'une Europe. J'ai toujours été partisan d'une construction européenne. Alors, pour en venir au sujet que vous évoquiez tous les deux, la France pourrie, la France... J'ai un peu de sentiment aussi, mais pour d'autres raisons. Et du reste, qui ne concerne probablement pas seulement la France. Mais je trouve effectivement que ça ne va pas du tout. Mais c'est pas très important. Hein. Mais bon, ça ne va pas du tout. Mais j'incriminerais pour moi plutôt la montée depuis 1945. Alors je prends un peu le contre-pied, là, je m'excuse de Finkielkraut, la montée de ce que j'appellerais la bien-pensance. C'est-à-dire que le nombre de choses qu'on a la liberté de penser va se rétrécissant comme la peau de chagrin de Balzac, au point que on ne sait pas très bien si on va faire franchir une ligne jaune en disant que un tel a des fauteuils verts, enfin bon, je caricature bien entendu, mais j'ai l'impression que le nombre de motifs qui tombent sous le coup des assassins ceci, des assassins cela, voire de la loi, c'est plutôt cette espèce de peur de dire quoi que ce soit, cette montée de la « oh, attention, il ne faut pas dire ça, attention, pas penser ça, chute qui me paraît concernante. Vous n'allez pas du tout à l'encontre de ce que je dis, Clément Rosset, parce que l'idéal de notre société, c'est l'idéal d'une reconnaissance mutuelle et égalitaire, puisque cette société n'assume pas son passé dans ce qu'il a de spécifique. Et au nom de la reconnaissance, en effet, le politiquement correct sévit, et dès que vous vous montrez un peu critique à l'égard de telle ou telle communauté, vous tombez sous le coup, sinon de la loi, du moins de ceux qui vous expliquent que vous portez atteinte au vivre ensemble et que vous stigmatisez. Reste aussi, il y a aussi ce concept dont on fait très grand usage pour empêcher de réfléchir et de regarder la réalité en face. On ne cesse de parler de l'eupénisation des esprits, ce qui d'ailleurs est une manière d'abandonner le terrain dont je parlais, celui de l'inquiétude identitaire, au Front National. C'est-à-dire, on fait le jeu du Front National avec l'obsession de ne pas faire le jeu du Front National, et cette obsession se traduit par cette police de la pensée, cette bien-pensance toujours plus écrasante. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, regarder la réalité en face et combattre toutes les formes de généralisation raciste, mais les deux, absolument les deux. Or, il est de plus en plus difficile de le faire. Cécilia Attias, quand on lit votre livre, on sent que vous êtes tout à fait l'exemple de quelqu'un qui a régulièrement, d'ailleurs, réinventé sa vie, mais en gardant la même identité. C'est possible. Donc c'est possible. C'est donc la preuve que c'est tout à fait possible de garder son identité personnelle et malgré tout de se fondre dans la société dans laquelle on est. Je pense qu'on peut être tout à fait en accord avec soi-même, garder sa propre identité et épouser l'identité du pays dans lequel on est et respecter surtout
le pays dans lequel on est, son identité nationale, sans pour autant être tombé dans les extrêmes. Je pense que c'est le problème aujourd'hui. Ce débat a été récupéré par l'extrême droite et ne devrait pas être récupéré par l'extrême droite. Pour prendre des exemples tout à fait flagrants, aux États-Unis, vous pouvez tout à fait vous promener avec le drapeau de votre pays sans pour autant être un frontiste. Vous pouvez tout à fait refuser que l'hymne national se fasse siffler sans pour être autant tomber dans les extrêmes du pays. Je pense qu'il faut rétablir le respect, les valeurs derrière une identité. Vous aimez le drapeau français, vous pensez que le drapeau français, il faudrait élever les couleurs un peu partout dans toutes les maisons comme aux États-Unis, c'est ça le petit drapeau français? L'identité qui est porteur des valeurs. Et voilà, ça revient donc au fondement même des valeurs de notre pays. Alors, on va se demander maintenant si réinventer sa vie, ça passe ou non par un changement de pays. Tandis que Nassira Ghenif Souilamas nous rejoint, c'est une anthropologue et sociologue, Alexandre Gamelin va nous apporter ses éléments de réflexion à sa manière. On regarde. Change-t-on de vie quand on change de pays? En fait, ça dépend un peu pour qui. Pour l'homme nomade, théorisé par Jacques Attali, non pas celui dont on démantèle les camps en bordure de périphérique, mais celui qui reste toujours connecté à son monde, où qu'il soit grâce à son smartphone, la position géographique ne semble être guère plus qu'un complément circonstanciel de lieu qui ne l'affecte qu'à la marge. Qu'il soit à New York, Rome, Singapour ou Paris, la mozzarella sera toujours la même. Toute l'allégresse de la cuisine italienne, partout dans le monde. Les grandes enseignes de vêtements ne changeront pas, les hôtels internationaux, les magazines, les modes de vie seront absolument identiques. Rien ne ressemble plus à un centre-ville de métropole qu'un autre centre-ville de métropole. L'homme nomade aura beau s'expatrier, il est partout chez lui. Pour l'immigré, en revanche, c'est très différent. Ici, tous les travailleurs sont des clandestins. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle immigré, pour bien expliquer qu'il a changé de vie et qu'il n'est plus chez lui nulle part. Ni dans son pays natal, puisqu'il a choisi de le quitter, ni dans son pays d'accueil, puisque même ses enfants et petits-enfants seront immigrés de la 2e, voire 3e génération. Prisonnier de cette nouvelle identité, il doit choisir. Se reconstruire une vie comme là-bas, mais on l'accusera de ne pas vouloir s'intégrer, de se replier sur sa communauté, ou tenter de se fondre dans le moule national, au risque de devenir étranger à lui-même et sans garantie d'être intégré. Les riches sont partout chez eux, les pauvres nulle part. Changer de vie, pourquoi pas, mais on n'est pas prêt de changer le monde. Nassira Ghenif Souilamas, bonsoir. Alors vous êtes anthropologue, vous avez publié plusieurs livres, dont La République mise à nu par l'immigration, aux éditions de La Fabrique. Tout simplement, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut réinventer sa vie sans changer de pays, ou est-ce qu'il faut réinventer sa vie quand on change de pays? Mais les deux propositions sont vraies, si j'ose dire, et en même temps, elles posent un problème d'asymétrie. Réinventer sa vie sans changer de pays, bien sûr, je crois que c'est ce que tous les humains font tout au long de leur existence. Ils ne cessent de se réinventer, ils ne cessent de se transformer. Et parfois même, d'ailleurs, y compris leur identité change. Autrement dit, l'identité n'est pas une sorte d'entité stable qui serait immuable au fil du temps. D'accord, alors où elle s'arrête, où elle commence? L'identité, en fait, est quelque chose que l'on ne cesse de réinventer au fil du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité, y compris de ce qui nous fonde, semble-t-il, le plus naturellement, c'est-à-dire notre identité sexuée, notre identité nationale, c'est-à-dire la nationalité avec laquelle nous vivons et dont nous pouvons changer, d'ailleurs, au cours de notre existence. La question que vous posez, dans le cas où on change de pays, où il faudrait changer d'identité, c'est celle du régime dans lequel on peut changer d'identité. Autrement dit, effectivement, il y a ceux qui sont des mobiles légitimes, ce que j'appelle des mobiles légitimes, c'est-à-dire les expatriés, les gens qui décident avec tous les moyens, en ayant une dotation très importante, de changer de pays. Et pour cela, finalement, la question de leur identité ne se pose pas, parce que c'est les moyens matériels, c'est le statut avec lequel ils arrivent, et c'est d'ailleurs très souvent aussi la légitimité qu'ils ont à pouvoir se déplacer dans le monde, qui fait que personne ne leur demandera de changer d'identité. Alors que des gens qui se déplacent sans papier, qui risquent de finir naufragés au fond de la Méditerranée, ou qui, lorsqu'ils arrivent dans le pays, effectivement,
manifestent des signes d'une distinction, d'une particularité ou d'une différence plus ou moins explicite, ceux-là, on va leur demander effectivement non seulement de répondre de leur identité, de s'en expliquer, et très souvent, en fait, on va les tenir pour coupables de l'identité qu'ils ont. Donc c'est bien le problème, en fait, des asymétries profondes de notre monde dans lesquelles tout le monde n'est pas égal face à la mobilité, tout le monde n'est pas égal dans l'enjeu du déplacement, et en général, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire les migrations forcées, les migrations qui sont aussi d'ailleurs des migrations écologiques, qui sont dues à des conditions d'existence extrêmes, font que ces personnes-là, on ne va pas leur demander de raconter sur un mode qui est souvent celui de la narration. On va leur demander en fait de rendre des comptes. Alors vous, Cécilia, vous êtes un exemple d'un baptisme cosmopolite. Oui, et pour revenir à ce que vous disiez, donc à ce moment-là, pour traiter le problème, il faut revenir peut-être à la source et essayer d'aider économiquement ces pays où cette immigration forcée existe à subvenir à leurs propres besoins. Ça ne suffit pas en fait, parce que ce qui est le propre du système mondialisé dans lequel nous sommes, c'est que ces lieux-là sont nécessaires à des lieux où en fait l'accumulation des richesses devient exponentielle. C'est-à-dire que cette espèce d'extrémité entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse, c'est ce qui est généré par le système dans lequel nous nous sommes installés et dont nous admettons l'existence, c'est-à-dire le système capitaliste et notamment financier. La pauvreté n'est pas un hasard dans ce monde-là. Je ne crois pas qu'on puisse raisonner tout à fait en ces termes. Il n'est plus de l'intérêt des pays occidentaux de recevoir une forte immigration de peuplement, clandestine ou non. Et on ne peut pas accabler l'Occident de toutes les fautes. Il faut rompre avec l'eurocentrisme. Rompre avec l'eurocentrisme, c'était pour les Européens se retirer des pays qu'ils occupaient par l'impérialisme et le colonialisme. Rompre avec l'eurocentrisme, aujourd'hui, ce serait ne plus considérer que l'Occident, après avoir été, si vous voulez, le grand modèle de l'humanité, est le coupable de tous les maux. Il y a aussi une forme de narcissisme expiatoire. Si une immigration comme celle-là a lieu, c'est aussi du fait de l'impéritie d'un certain nombre de gouvernements, de leur incurie, parce que l'Algérie a conquis son indépendance après une lutte très violente, à laquelle d'ailleurs le président Bouteflika ne cesse de faire référence en accusant la France de génocide, mais en même temps, on apprend que la plupart des Algériens n'ont qu'un souci, avoir un visa pour la France. Ça, ce n'est pas l'échec du colonialisme, c'est l'échec du FLN. Parce que l'Algérie est un pays extraordinairement riche. Et qu'a-t-il fait de cette richesse pour qu'il y ait un tel désespoir dans son propre pays ? C'est sûr. Pour aller dans votre sens, Alain Finkielkraut, sortons du face-à-face France-Algérie et de cette espèce de climat nauséabond qui ne cesse de s'entretenir sur les relations France-Algérie. Je suis bien d'accord avec vous que l'Europe est provincialisée, que la France est provincialisée. Et je ne parlais pas d'ailleurs de l'Europe, je parlais de la mondialisation et des mécanismes par lesquels la mondialisation conduit en fait à ce qu'il y ait des zones qui soient maintenues dans la pauvreté, parce que précisément c'est ce qui permet à d'autres zones de s'enrichir au plus haut point. Donc nous ne sommes plus dans l'eurocentrisme. En tout cas, ce n'est pas mon propos, vous vous en douterez. Je ne suis pas là pour prêcher l'eurocentrisme, y compris parce que j'ai une histoire qui en participe d'une certaine manière. Mais je suis... mon propos, c'est de dire qu'effectivement, je ne sais pas si l'Europe est là pour accueillir toute la misère du monde. Je ne sais pas si l'Europe est là pour être la destination ultime des Algériens et de tous ceux qui souhaitent quitter leur pays. Il faut quand même rappeler que l'essentiel des déplacements de population se fait du sud vers le sud. Autrement dit, la France est à la périphérie de ces processus-là. Pour autant, elle peut en recueillir les bénéfices. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que même si elle n'est pas directement engagée dans les migrations, quelque part, elle a aussi d'ailleurs tendance à considérer qu'elle est le centre du monde à partir duquel il faut penser cette réalité-là. Or, en fait, dans une large mesure, elle ne l'affecte pas. Enfin, on est aussi dans une nouvelle époque où tout le monde bouge en permanence. C'est-à-dire que vous avez aussi des Portugais aujourd'hui, parce qu'il y a un miracle économique africain quand même, il ne faut pas l'oublier. Des Portugais qui arrivent au Mozambique, qui commencent à en avoir marre de cette immigration portugaise. Oui. Voilà. Les choses changent. Et puis les Français aussi, parfois, ils ont envie d'aller s'installer en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ou au Brésil ou ailleurs. Voilà. Et il y a aussi une délocalisation. Parce que tout bouge, même les usines, et l'Occident qui a cru que la mondialisation se ferait à son bénéfice,
prend conscience aujourd'hui que tel n'est pas forcément le cas. L'inquiétude française vis-à-vis de la mondialisation ne cesse de prendre de l'essor, d'où justement l'appel à un provincialisme, à un protectionnisme au moins européen, parce que la délocalisation appauvrit la France. Alors, vous êtes plutôt, Cécilia Terz, vous êtes plutôt Nassira ou plutôt Alain? Non, mais je pense que, d'une part, je ne peux pas me permettre... il faut choisir. Il faut choisir. Ça, c'est grâce à Nicolas, si j'ose dire. Non, il ne faut pas choisir. Je plaisante, mais avec lui, le prénom s'est totalement répandu. Oui. Donc c'est Nassira et Alain. C'est très américain comme démarche. Oui, je sais, c'est très américain. C'est très américain. Et moi, ça me fait drôle parce d'ailleurs. qu'au lycée, quand j'étais en 5e, et je pense que pour vous, Clément Rosset, c'était pareil. Clément nous aussi, nous appelions par Clément, nos noms de famille. Moi, j'étais pas Finkielkraut, c'était trop long, mais j'étais Clément Fink. aussi. Et vous, vous étiez Rosset. Ah oui, oui. Même Debray, vous appelez Rosset, j'imagine. Non? Oui, oui. Bah oui, c'est comme ça qu'on s'appelait. Donc Alain et Nassira, c'est curieux. Bon, enfin, alors, Cécilia, j'ai posé la question. Un couple de sitcoms. Alors Cécilia, j'ai posé la question. J'ai posé la question. Alors, Cécilia, vous êtes... Non, je pense que ça se rejoint complètement. Je pense que c'est vrai qu'il faut essayer d'aider. Il n'y a plus une mondialisation prévue et prévisible. Je pense qu'il faut aider les pays à garder leur peuple et leur identité et sans pour autant, comme vous le dites, continuer de les appauvrir pour grossir notre productivité, si je puis dire. Donc je pense que effectivement, il faut protéger l'identité nationale de chaque pays. Effectivement, les pays riches, c'est à leur tour et à leur rôle d'essayer d'aider les les pays qui sont encore en cours de développement ou en train de se développer. Et il faut trouver des solutions à la source en tout cas, parce qu'on arrive maintenant à un constat qui nous fait nous effrayer un petit peu de l'avenir. Oui, en fait, le seul problème qui se pose par rapport à ce que vous décrivez, c'est qu'au moment même où l'identité nationale est devenue un mot d'ordre sous l'égide de qui vous savez, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de co-développement. Voilà. Il y a quelque chose d'extrêmement suspect à cette association au sein d'un même ministère qui au moins avait le mérite de jouer franc jeu, parce que tout ce qui s'était fait de façon hypocrite jusqu'alors a été l'objet d'une espèce de défoulement général à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est cela que nous souhaitions? Alors, je ne pense pas. Clément Rosset, où vous en êtes là-dedans? Nulle part. Je suis absolument incompétent sur toutes les questions qui viennent d'être soulevées et qui sont très importantes. Oui, mais vous êtes un sage. Et puis dans Faits divers, on voit bien que vous vous intéressez à la vie d'aujourd'hui quand même, même si vous êtes un philosophe qui prend beaucoup de hauteur. Oui, mais je serais absolument incompétent pour traiter des problèmes de globalisation, de choses un peu de ce genre. Hein. Non, Mais monsieur Rosset, c'est pas forcément une question de compétence, parce que moi, je ne me suis jamais senti compétent pour traiter notamment de l'identité française, mais j'y ai été renvoyé malgré moi du fait, effectivement, que j'habite ce pays et que celle-ci est défiée à l'intérieur et à l'extérieur. Vous racontez bien ça, ce parcours d'ailleurs dans l'identité malheureuse, c'est-à-dire le petit juif là qui brusquement découvre que ce pays qu'il aimait est traversé par... Oui, c'est pour ça que je parle de patriotisme, de compassion, reprenant la formule de Simone Veil, parce qu'il y a d'un côté les Américains qui nous expliquent que du fait de l'immigration, nous devons passer à une société, à un modèle multiculturel, abandonner donc le modèle républicain pour un modèle multiculturel, c'était ça l'auberge espagnole de tout à l'heure, et Martha Nussbaum disant la partialité pour le mode de vie majoritaire et l'archétype de la faute morale. Et moi, à ce mode de vie, j'y suis attaché, notamment la mixité, et quand je vois effectivement des revendications islamistes réclamant la non-mixité un peu partout, et dénonçant l'islamophobie de ceux qui s'y opposent, quand je vois que ces mouvements prennent de plus en plus d'ampleur, je suis nécessairement renvoyé à mon identité. J'ai cru longtemps que la France était la même chose que l'universel. Donc je me disais, la laïcité française est universelle. Mais elle n'est pas universelle, puisque d'autres pays laïcs n'en veulent pas. Elle est spécifique, mais je crois qu'elle doit valoir pour nous et pour ceux qui vivent ici et qui ont tous les droits, parce qu'on n'exclut personne. Quand on exclut le voile de l'école, on n'exclut que le voile. Donc voilà, c'est tout cela. Donc c'est pas une question de compétence. Ça vous inspire ? C'est un problème qui m'est tombé dessus.
Ça vous qu'est-ce qu'il dit Clément Rosset, qui est le philosophe du rire, il ne faut jamais l'oublier. De quoi Oui, mais ce rire-là, le philosophe du rire, il parle beaucoup du rire dans son œuvre. Qu'est-ce qu'il dit de cette France aussi qui fait la gueule de plus en plus Le plus grand mal, et puis j'y crois pas du tout en plus. Enfin si, dans une certaine mesure, il y a des choses que je déplore infiniment, je m'en suis expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, je crois que vous aussi, Finkielkraut, vous le déplorez. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, oui, une chose me touche, c'est cette croyance en universel de la France. Quand est-ce que ça a commencé? Tous les pays du monde le reprochent, nous le reprochent. Quand est-ce que ça a commencé? C'est une histoire passionnante. Le français a raison. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'apprendre une langue étrangère, parce que c'est tout. Hein. La notion d'université, elle est récente, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Louis XIV, l'universel, c'est moi, l'État, c'est moi, bon, c'est la préparation un peu de la démocratie et du pouvoir parlementaire, à mon avis, et l'avis de tous les historiens, d'ailleurs, maintenant. Oui. Mais cette espèce de manie de l'universel, que je déplore complètement, tout en aimant, adorant mon pays. On se croit les rois du monde, quoi, c'est ça? On se croit les rois du monde, c'est ça? On a l'impression d'être un phare de la pensée, on a l'impression que le monde entier le regarde, c'est ça? Un peu de modestie, mais un peu de modestie, aussi un peu d'acceptation de soi. Je voulais dire en disant que, si l'idée m'en vient un instant, mais il faudrait l'analyser. Je crois que l'idée de l'universel, c'est une idée qui fait partie de l'héritage révolutionnaire. Et que c'est nous qui avons inventé l'égalité, toutes les deux égalités. L'égalité, non, en fait, je veux dire pas l'égalité, tout à fait, je n'ai rien contre l'égalité, mais la dégradation des droits universels de l'homme, mais nos ancêtres avaient la sagesse de dire et du citoyen. Parce que s'il n'y a pas de citoyens, s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit, et encore moins universel. Donc on ne peut pas non plus... Et c'était aggravé en 1945 ou 1947 par la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les pingouins. Enfin, donc, vous ne croyez plus à cette idée d'universel à l'heure du nomadisme absolu, où tout le monde passe son temps à aller d'un pays à l'autre, s'installe ailleurs? Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est ce trait qui porte souvent le français à l'universel, à poser comme universel, c'est très mal dit, ce qui est un peu français, est d'origine récente, plus que française, enfin, d'origine récente, et a un lien avec certains aspects de la Révolution. Maintenant, que je sois contre l'universel, non, mais un universel partagé. Nassir Aghanif. Oui, et si je renvoyais Alain Finkielkraut à Alain Finkielkraut, donc je cite celui du 7 octobre 1987, auditionné par la commission Marcellon, et qui dit « Ce ne sont plus les Juifs aujourd'hui dont tout le monde reconnaît les capacités, les grandes capacités assimilatrices, qui seraient incapables de comprendre le beau vers de Racine, je le passe, je m'en excuse, dans l'Orient désert, quel devint mon ennui, mais des gens venus de loin et par exemple des terres d'islam. » Je vous cite. Il ne suffit pas de remplacer la notion de race par la notion de culture pour en avoir fini les risques, non seulement de la pour en avoir fini avec les risques non seulement de la xénophobie, mais même de l'exclusion raciste. Car l'attitude raciste commence lorsqu'on consigne un individu dans son appartenance. Il y a une différence entre le fait de consigner un individu à son appartenance et le fait qu'un individu, à un moment donné, recommande, ou en tout cas réinvente son identité, notamment en portant le voile, par exemple. Alors, je n'aurai pas le temps de vous répondre, mais je témoignais devant la commission Marcellon et je témoignais pour l'interdiction du voile à l'école, pour une définition de la nation par la volonté, certes, mais en même temps pour la possibilité à chacun d'entrer dans la communauté nationale. Mais cela passe effectivement par le retrait du voile à l'école et le respect intransigeant de la laïcité que j'ai toujours défendu. Qui en décide? Comment? Pourquoi faut-il enlever le voile pour entrer dans la communauté nationale alors que la majorité de ces jeunes femmes qui ont été exclues de l'école étaient françaises et elles participaient à ce qui constitue aujourd'hui la multiculturalité française, qui n'est pas un ferment de destruction de l'identité nationale française. Au contraire. Parce que il me semble que c'est
une règle fondée sur le principe de laïcité, fondée aussi sur un certain régime de coexistence des sexes, qui refuse le principe de séparation. Ce régime de coexistence des sexes est très ancien en France. La France y est extrêmement attachée. Et donc, c'est à la fois les lois et les mœurs qui, en France, le réclament plus que partout ailleurs. Et il ne revient pas à la République de s'adapter à l'islam, il revient à l'islam de s'adapter à la République, qui ne lui demande pas de très grands sacrifices en réalité. Cécilia Attias. Mais on peut aussi transposer ce débat des Français vers l'étranger. Il se trouve que, effectivement, je voyage pas mal, et lorsque j'arrive en Arabie Saoudite, je mets l'abaya dans l'avion avant de descendre, par respect pour l'identité de ce pays. À partir du moment où on voyage, et on est dans cette époque de nomadisme, c'est à nous qui bougeons de nous adapter et respecter l'identité du pays dans lequel nous allons. Mais ça reste très temporaire dans ce cas de figure. Non, parce que j'ai habité dans un pays du Moyen-Orient, un pays arabe, et j'ai respecté ces règles. Je ne me suis pas promenée avec un signe de ma propre religion, j'ai respecté la leur. Donc je pense qu'il faut essayer d'être extrêmement tolérant. Je comprends, moi j'ai passé beaucoup de temps avec ces femmes issues de l'immigration et je voyais ces jeunes filles, le problème du voile ou du foulard est beaucoup plus complexe. Ce ne sont pas forcément des respects vis-à-vis de sa religion ou de son appartenance, c'est aussi une peur quelque part de perdre sa propre identité. Elles le disent. On va maintenant passer à une autre dimension de ce débat en se demandant si réinventer sa vie n'est pas avant tout une affaire psychologique. Alors pendant que entre sur ce plateau Philippe Grimbert, psychanalyste et grand romancier, Alexandre Gamelin va nous apporter ses éléments de réflexion sur la question. On regarde. Je vous propose le changement. À quoi bon réinventer notre vie, puisque notre vie se réinvente perpétuellement? Le changement, c'est maintenant. Nous ne sommes jamais les mêmes. Chaque micro-événement de la vie nous change. Notre identité est en évolution constante, chaque jour, chaque seconde. Tout coule, tout fuit, tout passe. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Alors, pourquoi rêver d'un événement qui ferait tout basculer d'un coup? C'est exactement ce que je voulais. Oh docteur, merci. Perte d'un amour, mort d'un proche, accident de l'histoire. Ces événements-là nous tombent dessus sans qu'on l'ait décidé en général. Nul besoin de les provoquer. Et si le rêve d'un grand chambardement n'était que la conséquence de notre incapacité à voir ces petits changements qui chaque jour nous redessinent? J'ai changé de coiffeur, j'ai changé de mari, j'ai changé de boulot. D'ailleurs, je n'en ai plus. Et si les changements brutaux de vie étaient voués à l'échec s'ils ne sont des prolongements harmonieux de ces micro-changements invisibles? Moi, j'ai juste changé les lunettes. Avant de tout changer, nous devrions prendre le temps de nous poser pour écouter ces petits changements qui, par nuances et par touches, réorientent notre vie jour après jour. Et si le calme, la lenteur et l'arrêt créaient paradoxalement plus de mouvement que l'agitation perpétuelle, c'est peut-être la méthode la plus efficace pour changer de vie. Pour ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez Les Grandes Questions, votre hebdo philosophique qui confronte experts, témoins et tous les autres. Alors, nous a rejoint Philippe Grimbert, qui est auteur d'un roman qui est presque un classique, hein. Bon, ça va le devenir très vite. Le Secret, très beau livre. Et puis aussi Du Petit Garçon. Enfin, vous avez toute une œuvre derrière vous. Votre spécialité, c'est la réinvention de la vie, puisque vous êtes une sorte d'incarnation vivante de ce concept. Hein. Vous me déposez sur un socle où il est un peu difficile de se tenir, mais en tout cas, disons que j'en ai fait l'expérience. Et l'expérience à double titre. D'une part, en tant que psychanalyste, ce qui veut dire en tant que patient sur le divan pendant de très longues années. C'est quand même ça l'expérience analytique avant de devenir soi-même psychanalyste. Et puis en tant qu'auteur, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être commencer par l'expérience psychanalytique en disant que c'est effectivement une bonne définition de dire que c'est peut-être là le lieu d'une réinvention de sa vie et de son histoire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une recrudescence de cette envie de réinventer sa vie aujourd'hui ? Écoutez, statistiquement, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je sais que je reçois de plus en plus de monde. Il y a en effet une demande de cet ordre. Parce que je crois que les gens ont pris conscience. Quand ils en prennent conscience, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est ce qui amène souvent les gens, d'ailleurs, à consulter. C'est quelque chose d'un empêchement de la création. Et particulièrement une répétition.
Souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils me disent, c'est curieux, j'ai remarqué que je répétais des histoires sentimentales ratées, des histoires professionnelles compliquées, et toujours avec une sorte de scénario comme ça inconscient qui se répétait. Et ça, c'est très important de démêler cet aspect des choses. Il y a également la somatisation. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire somatisent, c'est-à-dire que c'est le corps qui se met à parler quand les mots ne suffisent pas. C'est la sciatique, le mal au dos J'en ai plein le dos, oui, mais ça peut être aussi beaucoup de choses, hein, y compris ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques et même peut-être les maladies purement organiques, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on ouvre la porte à ces maladies. Si vous pensez le cancer, par exemple, ça peut aller jusque-là. Par exemple, je ne dis pas que le cancer est psychologique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans la vie où parfois on peut peut-être laisser venir ces maladies et se défendre moins. Même la grippe, je crois qu'on ne l'attrape pas à n'importe quel moment, vous voyez, je vais un peu loin là, mais c'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que dans un moment de déprime, parfois c'est ce moment-là, bien sûr, où vient nous rejoindre une affection à laquelle on ne pensait pas. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, je crois qu'il est très important de déchiffrer ce langage du corps qui est la somatisation, qui est le fruit de ce qui ne peut, hélas, pas se dire. Et puis, il y a l'inhibition aussi. C'est quelque chose d'incroyablement fort, c'est-à-dire que ces contenus inconscients peuvent nous amener à inhiber toute action, c'est-à-dire à rester dans quelque chose qui, effectivement, est très loin de la création. L'invention, elle est du côté de la création. Et l'inhibition, elle est du côté de la répétition, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire en tournant rond. Donc il y a vraiment quelque chose de ce côté-là à réinventer sur le divan. Pour sortir de la dépression, il faut réinventer sa vie, c'est ça? D'une certaine façon, sans compter le fait une thérapie, un peu troublant que la dépression est une très bonne entrée en analyse. C'est-à-dire que c'est quand même dans le moment, c'est pas dans le moment où on se sent le mieux qu'on va consulter. Hein. Et la dépression est aussi un appel au secours qu'il faut entendre et sûrement un appel à déchiffrement. Ce qui ne veut pas dire que je rejette toute hypothèse d'un médicament possible pour aider, parce que quand même une véritable souffrance, il faut aussi la soulager. Ça, c'est du côté de la psychanalyse. Du côté de l'écriture, moi, j'ai fait aussi cette expérience parce que j'allais dire que chacun de mes romans, mes essais, c'est autre chose, mais mes romans sont toujours une façon pour moi de, comment dire, oui, j'allais dire de réinventer ma vie, c'est-à-dire de raconter un épisode. Pas que vous aviez inventé vous-même. Quand on lit Le Secret, c'est. Eh bien, curieusement, comment vous avez inventé vous-même votre ce secret qui s'appelle Un Secret, je vous rappelle, et pas Le Secret, parce que j'aime beaucoup mieux Un Secret. Ce secret, il a fallu que je fasse appel à la fiction. Et très curieusement, je comprends très bien, comme Cécilia Attias, qu'on a besoin de la vérité, mais et d'un besoin de vérité. Moi, j'ai aussi un besoin de fiction. C'est-à-dire que c'est par la fiction, voilà, ça marche absolument ensemble parce que, paradoxalement, après avoir écrit ce livre, Un Secret, où j'ai rempli les blancs de mon histoire avec de la fiction, cette fiction m'est ensuite apparue, évidemment, comme du côté de la vérité. Je ne dis pas de l'exactitude. La vérité, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que l'exactitude, ce sont des chiffres, ce sont des photos, des dates, alors que la vérité, c'est notre façon à nous, avec nos fantasmes, nos souvenirs, de nous couler dans cette exactitude et d'en faire notre vérité, qui est donc quelque chose qui peut être assez variable. Alors, réinventer sa vie, c'est réinventer le regard que l'on porte soi-même sur sa propre vie. Que l'on porte sur soi-même, absolument. Ouais. Et c'est aussi ouvrir la possibilité... S'aimer un peu plus parfois, oui. Ah bah, et comment? C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon un peu pompeux, restaurer son narcissisme, hein, parce qu'il est souvent bien mis à mal. Comme le narcissisme de la France, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Il y a un exemple concret de ça, c'est dans le livre de Cécilia Attias. On voit très bien, à un moment donné, vous êtes première dame ou un peu avant, vous étouffez littéralement, vous le dites, enfin, vous n'en pouvez plus de cette agitation, de ce côté compulsif, etc. Et vous décidez d'aller vers le grand amour, quoi. Et c'est ça la réinvention de la vie. C'est réinventer sa vie, c'est aller vers ce qu'on pense être peut-être l'essentiel. Absolument. Et je crois, si je puis me permettre, que justement, vous avez non pas accompli un passage à l'acte comme on aurait pu le penser, mais vous avez accompli un acte. C'est-à-dire qu'un acte, ce qui le caractérise par rapport au passage à l'acte, qui est juste une sorte de folie passagère quand on est habité par sa névrose ou par sa psychose. Non, l'acte, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est plus le même avant et après. Et que poser un acte comme celui que vous avez posé, je pense que c'est en effet quelque chose de psychologiquement très important. Et c'est un acte créateur. Vous voyez les choses comme ça, Cécilia Attias ? Oui, je n'ai pas les compétences de monsieur pour l'analyser comme ça, mais en tout cas, c'est ce que je... Instinctivement, il y a un moment donné où il faut se recentrer et aller vers votre regard sur vous-même a changé. Cécilia Attias, votre regard sur vous-même a changé parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que voilà, vous pouviez aussi faire passer l'amour avant tout le reste. J'ai beaucoup de mal à avoir un regard sur moi-même. J'aime mieux regarder les autres. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que, doutant énormément et en permanence, je suis un peu à la recherche permanente d'une structure qui me corresponde, dans laquelle je suis sur mes deux jambes. L'écriture, ça peut représenter cette structure, hein, tout à fait. Je l'ai trouvée à travers notamment l'écriture. L'invention de soi, c'est aussi, malgré tout,
une des grandes utopies de la modernité. C'est l'utopie des Lumières. L'homme serait son propre fondement. Et il y a un pays au monde qui a voulu l'incarner, c'est précisément l'Amérique. On est allé en Amérique en s'arrachant à toutes ces déterminations antérieures, à ce que l'Europe pouvait représenter de pesanteur hiérarchique, pour devenir, et c'est quand même l'expression, enfin, il faut reprendre l'expression en son sens ontologique et pas simplement économique, un self-made man. Et d'ailleurs, il y a un roman qui le dit très bien, c'est La Tâche de Philippe Roth. Voilà ce noir dont on ne voit pas la couleur, parce qu'il y en a, et tout d'un coup, il décide qu'il sera juif. Et il invente son identité, et Philippe Roth le présente comme un pionnier du jeu, un pionnier de la subjectivité. Alors bien sûr, quand même son passé le rattrape, parce qu'on ne peut pas rompre complètement avec son passé, mais il nous explique aussi que, ce faisant, il est partie prenante du grand récit américain. Donc il n'est pas étonnant non plus que Cecilia Attias ait décidé de se réinventer aux États-Unis, pays par excellence de l'invention de soi. Alors, refaire sa vie, est-ce que ça n'est pas une illusion contemporaine, Cecilia Attias? Je pense qu'on ne change pas. Je pense que profondément... Ça sert à quoi alors de refaire sa vie, si on est toujours le même? On essaye de chercher le moyen d'être en accord avec soi-même, mais profondément, je ne pense pas qu'on puisse changer. Clément Rosset. Oui, refaire sa vie. Il est question d'identité prise à des niveaux très différents, mais je crois qu'il y a un problème de fond dont je dirais tout de même un mot, c'est que refaire un petit peu sa vie, c'est refaire un petit peu aussi son identité, son moi. Mais cela pose un très grand problème, parce que est-ce que nous avions déjà une identité, un moi, pour pouvoir le changer en un autre? Beaucoup de philosophes, beaucoup de gens ont pensé que, c'est mon cas dans un livre d'ailleurs, loin de moi, mais enfin avant moi il y en avait d'autres illustres, Hume par exemple, que nous ne sommes jamais qu'une association de 1000 moi, et que si nous changeons de vie et de moi, nous allons changer toute une association de moi et de vie et d'habitude qui ne constitue pas en soi une unité, et je dirais une identité. Changer d'identité, changer de vie, de quoi parlons-nous? Deuxièmement, de quelle identité parlons-nous? Il y en a 50 identités du moi et 50 identités du nous. Donc on a combien de vies, combien d'identités en même temps? Vous avez estimé combien le chiffre pour vous? Moi je dirais une par minute. Ah bon? À chaque fois. Nous en faisons d'expérience. Il y a quand même des répétitions. Alors on parle de quoi alors? Il y a quand même des phénomènes de répétition. De rien, justement. Mais ça sert à quoi de changer de vie si on change tout le temps de vie? Le moi est une somme d'identification, donc en effet de multiples facettes. Ce que je pensais aussi, c'est que, à propos de cette formule, refaire sa vie, qui est toujours une curieuse formule, c'est-à-dire qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre. Je crois qu'une définition que j'aime beaucoup et que j'emprunte à André Gide, et qui peut définir ce qu'on fait comme travail en psychanalyse, c'est qu'il faut toujours suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant. Et je crois qu'en psychanalyse, on peut aider les gens à ne pas suivre leur pente en descendant. Ça veut dire qu'on ne guérit pas en psychanalyse. Simplement, on apprend aux gens, et ils apprennent eux-mêmes sur le divan, à faire avec leurs symptômes. C'est-à-dire que ce qui était empêchement, symptôme, devient source de création. C'est là que la pente monte au lieu de descendre. Mais c'est toujours la même personne. Ne refait pas sa vie, et vous aidez, vous, à vous accommoder de votre vie. Ben voilà, c'est ça le problème. Mais bien sûr, et peut-être même faire de votre vie quelque chose de créatif et non pas... c'est ça le travail de la psychanalyse. Ce n'est pas changer, non, c'est plutôt s'accepter que de changer. Absolument. Alors, question psychanalyse, l'identité malheureuse, est-ce que c'est pas un syndrome vraiment français? Parce que voilà, on est là en train de parler. Monsieur Rosset, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Mais écoutez, Clément Rosset, il est d'accord. C'est le franchouillard. C'est pas possible. Je vais écrire un livre pour montrer que les Français sont rochons et j'ai pas avec mon béret basque et ma baguette. Il y a quand même une blessure narcissique. Et de toute façon, l'identité malheureuse, c'est aussi l'identité européenne. C'est une identité qui est d'autant plus malheureuse qu'elle a assumé, sans savoir le faire, tous les les cataclysmes de l'histoire du XXe siècle. Le colonialisme et évidemment Auschwitz. Donc l'Europe, sortant de ces deux traumatismes, ne sait plus en quelque sorte à quel sein se vouer. Elle ne veut plus s'assumer
comme identité, parce que si on a identité, ça veut dire qu'on a un extérieur, pour être ouverte absolument. Elle refuse même de reconnaître qu'elle a des racines chrétiennes. Comme ça, elle n'entre pas dans un processus d'exclusion ou de discrimination. Et ce voyage fou vers l'indétermination me semble, si vous voulez, symptomatique, doit être contesté, parce que l'identité aussi, c'est la modestie. C'est-à-dire, si nous sommes quelque chose, il y a de la place pour l'altérité. Si nous ne sommes rien, il n'y a plus d'altérité non plus. Voilà. Nul n'est chez soi partout. Et ça, c'est aussi un des bonheurs de l'existence. Attends, Cécilia Attias nous dit le contraire. Elle est chez elle, même en Arabie Saoudite. Hein. Vous, la catholique, chez elle en Arabie vous la catholique quand même. Oui, bah oui. Oui, mais enfin, moi la vous catholique. respectez les codes extérieurs. On n'est pas. Non, mais vous disiez dans les Émirats. Voilà, je m'habille comme il faut, mais je reste catholique. Non, je respecte le pays dans lequel je vais. Ça ne veut pas dire que je suis chez moi. Je respecte le pays où je vais. Alors, attendez, on a parlé de la réinvention de la France, on a parlé de la réinvention de nos vies, on n'a pas parlé de la réinvention par le travail, changer de travail. Et vous, Philippe Grimbert, je suis sûr que vous voyez beaucoup de gens qui viennent et qui vous disent, voilà, je voudrais avoir à monter une chambre d'hôte, par exemple. Ça, c'est le rêve de beaucoup, pas seulement de bobos, d'ailleurs. Oui, mais ça pourrait, ouais. Oui. Alors, c'est une façon aussi de changer tout. C'est quand même, en tout cas, une part de son identité et quand même la moitié de sa vie qui va se passer dans une activité. On ne peut pas détacher comme ça le travail et l'activité professionnelle de son psychisme profond. Bien sûr que, mais à partir du moment où on commence à accepter ce que l'on est et à imaginer qu'on puisse créer à partir de là, on peut tout à fait devenir tenancier de chambre d'hôte. Je ne sais pas si on dit tenancier pour les chambres d'hôtes. Non, c'est un peu connoté. Oui. Enfin, bon, plus de bordel, hein, c'est plutôt les bordels. Hein. Oui, mais je crois qu'on regardera. Ça dépend quel je crois qu'on a le droit de le dire même pour un hôtel. Quand oui. on tient un hôtel, qu'est-ce qu'on est? Voilà. Et puis, on peut devenir écrivain. On peut, en effet, s'autoriser à pratiquer quelque chose qui, jusque-là, nous était d'une certaine façon interdit. Ah, d'ailleurs, Cécilia Attias, vous avez aussi changé de travail, puisque je ne suis pas écrivain, voyons. Non, je n'ai pas dit écrivain. J'ai vous avez monté une fondation. J'ai une fondation qui aide les femmes, absolument. Dans la logique américaine, il y a autre chose aussi qui est très intéressant, c'est cette capacité qu'ont les Américains à changer facilement de territoire et de travail, contrairement à nous-mêmes, bien sûr. Et de travail très facilement. Aux États-Unis, on exerce plusieurs professions dans une vie. Ça, il y a quelque chose là-dedans de particulièrement français, Philippe Grimbert. C'est dans notre psyché. Dans nos gènes, vous allez dire. Oui. Non. Dans notre tradition, oui. C'est quelque chose qui est un héritage. C'est l'héritage du passé. C'est pour ça que quand vous parliez de faire le deuil, c'est pour ça qu'il y a peut-être des petites choses à gommer dans l'identité. Je crois qu'on se construit par couches successives et sur du vivant. Et bien sûr que cette tradition française existe, même si elle est parfois un peu empêchante. Oui. Oui, et puis d'autre part, cette France qui se construit sous nos yeux, quand même, quelle énergie, moi je veux bien, mais enfin, autrefois on ne parlait pas de quartier sensible, on ne parlait pas de lycée sensible, ni non plus, bienvenue au club, d'hôpitaux sensibles. Donc, en guise d'énergie, on a une société quand même toujours plus violente, toujours plus inquiète de tous les côtés. Donc je crois que il est vraiment beaucoup trop tôt pour faire le deuil de notre civilisation face, qui plus est, à un processus de décivilisation qui, lui, avance très vite et qui, d'ailleurs, n'est pas exclusivement localisé dans ces quartiers, ces hôpitaux, ces lycées sensibles, qui se voient aussi à la télévision, dont une certaine élite peut très bien être, si vous voulez, la représentante ou la porte-parole. Donc, franchement, je crois qu'il est beaucoup plus temps d'avoir, si vous voulez, une sorte d'amour un peu écologique pour ce qui n'a pas disparu, mais qui en effet peut disparaître. Voilà, alors je vais vous demander maintenant si vous deviez retenir une solution pour réinventer sa vie, pour changer tout. Quels sont les conseils que vous pourriez nous apporter? J'ai envie de commencer par vous, Clément Rosset. Vous faites bien, parce que moi, je ne peux en donner aucun. Et non, jamais éprouvé le besoin de changer de oui, mais vous êtes un sage, hein, vous êtes le sage français de la philosophie. Vous regardez tout ça très haut, depuis des années déjà. Pas très haut, de très haut, il n'y avait que mépris, mais bon, je ne me suis jamais posé de problème, je ne peux pas donner de conseils. Ah oui, parce que Clément Rosset est un philosophe nietzschéen, c'est-à-dire, voilà, il croit
Il aime la vie telle qu'elle est, l'élan vital, voilà. Non, l'élan vital, ça, c'est voilà. Persignon. Bon. Et son dernier livre, c'est Faits divers aux presses universitaires de France. Alors, c'est à vous maintenant. Quelles sont vos solutions? Alors, Nassira Ghenif, Soudamas, allez. Les conseillers ne sont pas les payeurs, pour dire ça comme ça. Ce serait bien normal de dire quoi que ce soit. Il me semble que, bon, j'enseigne à des étudiants et ce que j'essaie de leur faire passer, c'est la capacité à faire confiance à leur intelligence. Et il me semble que nous sommes aussi dans un monde où très souvent on a tendance à sous-estimer l'intelligence du monde, précisément de ceux qui ne sont pas directement ou immédiatement considérés comme habilités à penser ce monde. Et moi j'ai l'impression que la première chose à faire, c'est effectivement de rétablir la confiance, y compris dans la contradiction et dans la controverse. Voilà, alors... Mais pas la confiance des marchés, hein. J'entends, pas de ça. Alors, vos deux livres, je rappelle, La République mise à nu par son immigration, ça, c'est aux éditions de La Fabrique. Et puis il y a aussi, avec Éric Masset, Les féministes et le garçon arabe, ça c'est aux éditions de l'Aube. Philippe Grimbert, alors, vous c'est votre boulot, hein, vous passez votre temps à répondre à cette question. Justement, mais la psychanalyse a suffisamment mauvaise presse en ce moment pour que je n'aille pas dire que la solution pour réinventer sa vie, c'est d'aller sur le divan des psychanalystes. Bon, on va essayer d'éviter ça. D'abord parce que tout le monde n'a pas besoin d'une analyse, même si c'est une expérience passionnante. Non, je dirais plutôt quelque chose qui peut sembler banal, mais faire de ses faiblesses une force. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que si on pense bien à certaines grandes réussites, moi je pense surtout à des réussites artistiques, mais il y en a plein d'autres, c'est souvent à partir des failles qu'elles sont nées. Imaginez ce que la névrose de Woody Allen aurait donné s'il n'avait pas fait de cinéma. Enfin, il y a quelque chose qui a nourri absolument son œuvre. Les chanteurs, très souvent, c'est le défaut de leur voix qui nous fait les aimer. Il y a quelque chose du côté de la faille qui, de mon point de vue, est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'individu. Évidemment, le romancier et le psychanalyste sont intéressés par les failles. Ah oui, donc quand on a une faille, en fait, il faut en profiter. Exactement. Alors, Philippe Grimbert, vos livres, je rappelle, il y a surtout Un secret qu'on peut se procurer partout en poche. Et puis aux éditions Grasset, un très beau roman, Un garçon singulier. Alain Finkielkraut. Je suis comme Clément Rosset, je ne peux pas donner de conseils, je peux d'autant moins le faire que je suis incapable personnellement de me réinventer. Je suis vraiment rivé à ce que je suis, à ce que je sais faire. Je sais enseigner, je sais organiser des conversations. Il m'arrive d'écrire avec des longues périodes de tâtonnement très pénibles. Mais de me réinventer, je suis totalement incapable. Ça, j'aurais bien aimé, effectivement, un jour décider de jouer du piano ou de chanter. Je chante horriblement faux. J'aurais aimé être capable aussi d'élever des vaches dans le Périgord. Parce que c'est vrai, il est temps, on peut les y mettre encore. Le problème, c'est que je ne les aurais pas donnés à l'abattoir, donc je les aurais laissés vieillir à côté de moi. Bah, c'est très bien, ruiné, et alors? Et je me serais ruiné. Mais donc voilà, s'il y a des gens qui sont capables de se réinventer, tant mieux pour eux, je les envie, mais quel conseil saurais-je leur donner, moi qui suis emprisonné dans mon moi ou dans mes milliers de moi? Voilà, alors Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse, c'est aux éditions Stock. Cécilia Attias, alors vous, quelle est votre solution pour réinventer sa vie? Je n'ai pas de solution et encore moins de conseils, surtout après tout ce que je viens d'entendre. Je me sens très modeste et très cachée derrière vous tous, donc je ne me permettrai vous venez d'écrire pas un livre sur ce thème, je vous signale. Parce oui, que je vous sais absolument comment je raconte un récit, changé mais de pays, je ne me permets pas de découvert donner... un grand amour, enfin vous racontez ça, c'est le thème du livre. Oui, mais je ne me permets pas de donner des conseils, je ne fais que narrer, raconter... Voilà, c'est le passage d'une quand on vie, écrit un livre, c'est pour transmettre. Allez, vous avez bien... Et puis vous avez bien des fantasmes aussi, parce que Alain Finkielkraut nous a parlé... Oui, Alain Finkielkraut nous a parlé de son fantasme, qui était d'élever des vaches dans le Périgord ou en Normandie, ou je ne sais pas où. Alors me cacher derrière mon piano. Quels sont vos fantasmes? Me cacher derrière mon piano et jouer de la musique qui m'habite complètement. Voilà. Ah oui, vous en parlez. La musique, c'est très très important pour vous. Bah, c'est normal. Hein. C'est un de mes milliers de mois. L'arrière-petite-fille d'Albéniz, les Asturias, tout le monde connaît. C'est un grand compositeur. Un grand compositeur. Donc, Cécilia Attias, Une envie de vérité, c'est aux éditions Flammarion. C'est déjà un best-seller, un numéro 1 dans la liste de l'Express la semaine prochaine. À mon avis, c'est pas fini. On attend les suivants. Il y aura d'autres livres, j'imagine, sur vos expériences. Un de mes mois va peut-être vouloir écrire un jour de façon... Dans votre combat pour les femmes ou
ou je sais pas, vous nous raconterez d'autres aspects de votre vie ou sur la musique? On verra, pourquoi pas. Quels sont les thèmes qui vous inspirent aujourd'hui? La musique, La essentiellement. Oui, Ah oui. j'aimerais me recentrer un petit peu sur la musique. On verra. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à 2020, notre Homo Numericus, d'avoir live tweeté cette émission. Ce magazine philosophique se referme. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain à 21h40 sur France 5 pour une nouvelle édition des grandes questions. Et on va parler d'amour avec deux grands spécialistes mondiaux, Ramayad et le philosophe Edgar Morin. À jeudi prochain.